Donc là, ce soir, en fait, l'idée, c'est de vous réunir, de réunir toute la petite communauté des Séliconscients. Alors bon, peut-être que vous n'êtes pas forcément, je dirais, célibataire, mais la solitude peut être malgré tout un thème qui vous intéresse parce que on peut tous être confrontés à au fait d'être seul, et même parfois en relation, on se sent seul. Même parfois au travail, avec des collègues de travail, on se sent seul. Donc, ce sujet de la solitude ne concerne pas que les célibataires. Mais c'est vrai que les célibataires peuvent se retrouver confrontés beaucoup plus spécifiquement à cette problématique. Alors, donc je parlais de solitude. Pourquoi est-ce que Guillaume et moi avons choisi ce thème? L'objectif, c'est de vous éclairer, d'ouvrir le champ de possible sur la solitude, ouais, et vous faire voir d'autres peut-être façons, ou même de voir quel est le cadeau qu'il peut avoir derrière dans la solitude. OK? Et juste avant de passer la parole à Guillaume, dites-nous, vous, ouais, quand vous entendez solitude, 3 mots qui décrivent la solitude pour vous. Qu'est-ce que c'est la solitude pour vous en 3 mots? Allez-y, envoyez-nous vos commentaires. Et pendant ce temps, Guillaume, je vais te laisser te présenter un peu plus à nous parce que tout le monde ne te connaît pas. Et puis, je te laisse la parole. Ok, merci Michel. Donc Michel fait cette émission effectivement pour son groupe Les Séliconscients concernant la solitude. Alors moi, je suis, on va dire un accompagnant du changement. On va dire coach en développement personnel pour ceux qui connaissent bien cette désignation. Coach en développement personnel, thérapeute. Donc j'utilise beaucoup les outils comme l'hypnose, la PNL. J'enseigne également la PNL. Donc je suis beaucoup en lien avec les personnes qui sont dans des situations soit de souffrance, soit de difficultés et de souffrance, soit on va dire dans des désirs, ce qu'on appelle du changement génératif, c'est-à-dire d'améliorer les choses. C'est-à-dire que ils sont peut-être dans un vécu qui est qui est correct, on va dire. Ils sont pas forcément mal dans leur vie, mais parfois ils veulent améliorer les choses, ils veulent générer des choses qui sont encore plus positives pour eux. Donc voilà, c'est ces 2 axes-là, aller travailler un petit peu sur ce qui nous bloque du passé et ce qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, au-delà de ça, je suis un papa célibataire. Donc depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je ne suis plus dans une relation de couple, je dirais une véritable relation de couple durable. Ça fait un petit paquet d'années que je vis seul. Alors évidemment, j'ai des rencontres, j'ai eu des relations, mais j'ai quand même, je dirais, beaucoup tendance à vivre seul. Alors, pour le coup, on pourrait se dire que je suis solitaire. Alors oui, j'ai une partie de moi qui est solitaire, même si j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup être avec eux et partager des moments. Mais effectivement, j'aime beaucoup la solitude. Et c'est pendant cette période que j'ai développé, que j'ai opéré ma reconversion professionnelle, on va dire. C'est-à-dire que jusqu'au moment où je me suis séparé, je vivais une vie où j'étais dans un métier qui ne me convenait pas spécialement puisque je faisais de la vente. Alors c'est un métier dans lequel j'ai réussi, mais c'était pas forcément en accord avec mes valeurs. Donc j'ai voulu changer et faire une reconversion. Et cette reconversion, pour moi, elle était très difficile à opérer, étant donné que j'étais passionné de développement personnel, passionné de psychologie. Elle était très difficile à opérer quand j'étais en relation avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'avais ça me demandait du temps et de l'attention de pouvoir être dans cette relation. Donc, j'étais pas spécialement, je me sentais pas spécialement libre de pouvoir faire ce que je veux. Par exemple, faire les formations que je voulais, m'absenter pour faire des événements, m'absenter pour moi-même donner des formations aurait été compliqué. Alors, effectivement, ma vie d'aujourd'hui, elle rentre pas forcément dans le cadre de relation avec quelqu'un. Cette personne sache aussi être dans cette liberté et apprécier les moments de solitude pour en faire quelque chose de positif plus que de le subir. Voilà. Donc moi, j'ai appris à aimer la solitude. J'ai appris à apprivoiser la solitude. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments où je la ressens. Dans des moments où je vais être, par exemple, pas forcément en relation, effectivement, je vais ressentir de la solitude. Il y a plusieurs types de solitude. Il y a la solitude physique, on va dire, vraiment affective. C'est le corps qui manque de contact, qui manque de câlin, qui manque
ce qu'on appelle l'ocytocine, hein, l'hormone de l'attachement, l'hormone du bien-être, l'hormone du contact, tout simplement parce que ça manque de contact. Donc, ça peut créer effectivement un sentiment de solitude. Après, il peut y avoir une solitude qui est plus de l'ordre intellectuel, dans le sens de pas avoir forcément des gens qui nous suivent sur les sujets, sur les centres d'intérêt qu'on a, sur le système de valeurs dans lequel on est, sur les choses qui nous passionnent. Alors, parfois, il y a des gens qui se retrouvent un petit peu seuls. Par exemple, dans le domaine du développement personnel, il y a des personnes qui se retrouvent seules dans leur monde, parce qu'elles sont dans un monde dans lequel les autres ne s'intéressent pas particulièrement à cette dimension de développement personnel ou spirituel. J'insiste sur cette dimension sur cette dimension du développement spirituel dans le sens de la spiritualité, de la science de l'esprit, je dirais, c'est-à-dire de ce qui touche au sens, de ce qui touche à la conscience, à ce que l'on fait de notre esprit. Parce que ça détermine beaucoup de choses. Ça peut vraiment déterminer beaucoup de choses dans notre façon de vivre la solitude. La solitude, elle peut être intellectuelle et puis elle peut être aussi parfois spirituelle. C'est-à-dire que il y a des personnes qui physiquement sont entourées, qui physiquement ont des relations, qui intellectuellement peuvent être stimulées par des personnes ou par des relations, etc. Mais c'est aussi les personnes peuvent parfois se retrouver malgré tout seules. Alors, je dirais une espèce de grande solitude profonde, quelque chose qui est de l'ordre du sens profond et qui est lié peut-être à une autre dimension, à quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas forcément toujours exploré. Voilà, donc c'est pour cela que ce thème m'intéresse beaucoup, parce que j'ai appris, moi, à aller à la rencontre d'autres choses pendant ces temps de solitude. Voilà, donc si jamais tu as une question, eh ben, c'est la bienvenue. Eh bien, tu sais, avant d'attaquer les questions, on a demandé aux personnes qui nous regardent de nous dire ce que évoque la solitude pour elles en 3 mots. Donc, je partage un peu, je te lis un peu ce que j'ai ici. Alors, Isabelle qui dit, je vais le montrer d'ailleurs, moyen de redéfinir, donc pour Isabelle, c'est moyen de redéfinir ses priorités, de donner du sens à ce que l'on vit à travers nos expériences. Ouais. Très bien, ouais. J'ai Cathy qui dit la spiritualité, bizarrement, nous éloigne des autres. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, cette solitude qu'on peut ressentir au niveau spirituel. Stéphane qui dit entièrement OK avec ce que tu dis, la solitude permet de mieux se connaître et ainsi de faire des choses pour changer sa vie. D'accord. Donc là, on a plutôt des personnes je dirais qu'on a plutôt des personnes qui ont une orientation d'esprit, qui ont une interprétation de la solitude qui est plutôt positive. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de leur demander, est-ce qu'il leur arrive d'en souffrir? Est-ce qu'il leur arrive de vivre les choses, mais d'une façon plus difficile? Et si c'est le cas, et si on a, bon, c'est le cas, de nous dire effectivement en 2-3 mots, qu'est-ce qu'ils éprouvent ou qu'est-ce que ça signifie pour eux? Alors, donc, vous avez entendu. Est-ce que je le répète? Donc, comme dit Guillaume, on vient de voir des personnes effectivement qui vivent plutôt bien la solitude, en tout cas qui en font plutôt une opportunité. Maintenant, la question, c'est de savoir, OK, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a des moments où la solitude est plutôt vécue comme un poids ou une contrainte? Donc, et qu'est-ce que, dans ce cas, de partager aussi, parce que entre nous, la solitude, on n'est pas toujours connecté, enfin, au cadeau, si tant est que on a trouvé le cadeau. Guillaume va nous en parler tout à l'heure, mais je reviens à ce que je disais plus tôt. Moi, j'ai voulu aborder ce sujet parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, et surtout quand on est célibataire, Guillaume l'a dit, qui vivent la solitude, qui vivent pas bien du tout la solitude, ou plutôt la solitude est plutôt un poids. Pas plus tard qu'hier, ou je sais plus, dans un live, et la personne, je demandais, mais pourquoi tu veux être dans une relation amoureuse? Et la personne, elle disait, c'est pour ne pas être seule. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, attends, est-ce qu'on voit, on va voir si vous…
J'ai une mauvaise nouvelle, en fait. Je pensais que vous alliez m'aider à trouver le cadeau caché de la solitude, en fait, dans cette émission. Ah ben, eh ben, on va leur demander, attends Guillaume, on va pas leur mâcher le travail, on va les faire. Eh oui, il faut un peu qu'ils bossent quand même. Ah ben oui. Alors, si tu veux. Alors, oui, vas-y. L'idée de la solitude, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve seul, selon l'interprétation que l'on fait de la situation, parce que si c'est une solitude qui est choisie, évidemment, il y a des moments où on est entouré de monde, on est toujours en interaction avec les autres et on a besoin de ces moments de solitude. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette possibilité d'accéder à cette solitude. Et pourtant, cette solitude, s'ils veulent y accéder, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir quelque part se retrouver dans cette solitude. Et effectivement, il y en a d'autres, par contre, qui ont comme une appréhension de la solitude comme étant quelque chose qui va activer en eux certainement un mécanisme de survie, à mon avis. Alors, je dis ça sans prétendre que ce soit une vérité, mais vu qu'on est quand même un animal social et que notre mode de fonctionnement est relativement lié aux autres et notre survie est relativement liée aux autres, je pense effectivement qu'on a en nous un système social qui fait que logiquement on est censé être en lien avec les autres. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a un système nerveux qui nous fait sécréter de l'ocytocine, par exemple, quand on est en contact ou quand on est en lien avec les autres, et que ça nous fait beaucoup de bien. Si ça nous fait du bien et qu'il y a du plaisir, le plaisir étant le carburant du cerveau, c'est que c'est utile pour notre survie, c'est utile pour nous, c'est utile pour notre évolution. Maintenant, la solitude, elle a aussi son avantage, c'est qu'elle permet de rentrer en relation avec soi. Et soi, pour certains, c'est être tout seul. Pour d'autres, c'est pas être tout seul. Parce que soi, à l'intérieur de soi, il peut y avoir la possibilité de rentrer en relation avec bien des choses ou bien des parts de soi. Et je dirais même que pratiquant l'hypnose, on peut même avoir l'impression que on est deux. C'est-à-dire qu'il y a la partie consciente de nous-mêmes qui a tendance à être en lien avec le monde extérieur, en interaction avec le monde extérieur, à le réfléchir, à l'analyser, à vouloir le comprendre, à y projeter des choses, à avoir des intentions. Et puis en arrière-plan, il y a une autre part de nous qui a tendance, elle, à fonctionner sur son propre système de fonctionnement, dans ce qu'on dit une part plus inconsciente de nous-mêmes, et qui aussi a ses motivations, aussi a ses modes de fonctionnement, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, quand elles se retrouvent seules ou qu'elles pensent qu'elles vont se retrouver seules, elles vivent ça comme une punition. Elles la subissent. C'est-à-dire, elles se disent, si je suis tout seul, alors c'est certainement lié à des croyances qu'elles ont sur elles, sur le monde, sur la vie, sur les relations sociales. Elles imaginent qu'être tout seul, potentiellement, c'est un peu la honte. C'est parce qu'on n'est pas aimé. C'est parce que on n'a pas d'amis, on n'a personne qui nous apprécie, etc., etc. Donc, c'est l'évaluation qu'elles en font, l'histoire, quelque part, qui est tout à fait légitime, qui peut arriver qu'on se raconte cette histoire les uns les autres. D'un coup, on aurait envie d'être avec quelqu'un, on est tout seul et on se raconte l'histoire que c'est bien triste de vivre cette situation de solitude. Le truc dans ce genre de cas, c'est que, en fait, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir rentrer en relation avec soi. Mais quand je dis rentrer en relation avec soi, c'est rentrer en relation avec ses sensations, avec son corps, avec son imaginaire, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et de pouvoir, je dirais, avoir un dialogue, presque un dialogue avec soi-même, un dialogue intérieur qui permet de pouvoir reconnecter, je dirais vraiment en profondeur, avec sa présence. En fait, on n'est pas seul. Il y a une présence. Et cette présence, elle est là, elle est tout le temps là, en fait. Sauf que, quelque part, on la laisse en arrière-plan. C'est un peu comme si on avait toujours un ami qui était là, ou je sais pas si je suis tout seul, mon âme sœur, par exemple, qui est présente, quelque part, qui est par là. D'ailleurs, Carl Gustav Jung qui a parlé d'anima et d'animus, de cette relation à quelque chose en soi qui est d'essence opposée. Donc, on va dire, si on est masculin, d'essence féminine, si on est féminin, d'essence masculine. Mais en tout cas, il y a cette présence qui est pas loin de nous,
Alors après, pour ceux qui sont dans la spiritualité, etc., ou dans la religion, ils peuvent s'imaginer que c'est une présence divine, ou la présence de soi, de cette dimension supérieure de nous-mêmes, ou la présence, pour certains, ils vont parler de guide, ils vont parler d'autre chose. En tout cas, il y a de la présence. Et pas forcément que dans la relation physique avec les individus, dans la réalité en physique. Et cette relation, quand on sait la créer, quand on sait s'y connecter, elle permet vraiment de se sentir comblé, de sentir qu'il y a quelque chose qui nous remplit, qu'il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a du bien-être, presque de façon aussi nourrissante, voire, je dirais même plus nourrissante que parfois des relations avec des personnes qui sont médiocres, je dirais, ou qui sont pas forcément de la qualité qu'on attend. Et comme je dis des fois, comme je dis, c'est comme on dit, vaut des fois mieux être seul que mal accompagné, si on sait utiliser cette solitude pour se connecter à quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, la question qu'on pourrait poser aux gens, c'est effectivement, est-ce que parmi vous, parmi les personnes qui écoutent ce live, est-ce que vous avez déjà fait cette rencontre? Est-ce que vous avez déjà profondément rencontré cette présence? Parce que moi, je l'ai faite. Alors, en fait, c'était déjà quelque chose que j'entretenais, mais d'une façon, je dirais, intuitive. Il y avait quelque chose en moi qui me faisait sentir pas seul quand j'étais seul, d'une certaine façon. Par contre, je l'ai vraiment fait de cette rencontre de façon beaucoup plus spécifique, vraiment beaucoup plus précise, en travaillant avec l'hypnose, en travaillant avec la méditation, ce que j'appelle l'hypnoméditation, avec le voyage intérieur, avec certaines pratiques qui permettent de se mettre dans un état d'absorption et de relation à soi-même. Donc, on peut attendre éventuellement de voir si les personnes… effectivement, j'ai vu passer des oui. J'ai vu des gens qui ont dit oui. Il me semble… je ne sais pas s'il n'y a pas de Nathalie. Tu es en train de lire de ton côté parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont en train, qui nous ont toujours pas rejoints sur la page des cellules conscientes. J'ai envoyé plusieurs fois le lien. Oui. Beaucoup se sont connectés ici. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de lire. Mais en entendant, il y a une question. Oui, on voit des oui qui tombent. Oui, seul avec Écoute, soi. moi, j'ai encore 15 personnes qui sont sur le live. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la petite oreillette, le petit bout d'oreillette à côté du micro du téléphone. Alors, je sais pas, ça se trouve, ils m'entendent. Ils entendent peut-être ta voix. Alors, je sais pas. Faites un petit like ou un petit j'aime si vous entendez malgré tout Michel quand elle parle sur mon live. En tout cas, j'ai 15 personnes qui sont en direct là. Voilà. Donc, Okay. ils nous ont pas encore rejoints. Alors, tu leur dis, moi j'ai mis plusieurs fois, moi 3 fois le lien. Il suffit qu'ils aillent cliquer sur le lien des cellules conscientes et ils nous rejoignent. Voilà. Donc, c'est mieux. Donc, il y a le lien sur mon mur. Il y a le lien sur la page des cellules conscients. Vous pouvez nous rejoindre pour nous avoir en direct avec Michel qui est aussi avec sa caméra, etc. et nous voir en direct. Donc, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Ok. Et du coup, Guillaume, j'ai une question, je trouve très intéressante. En fait, c'est Cindy qui a posé la question que je voulais poser. Bon, au moins, c'est fait. En entendant que les autres continuent, se rejoignent et continuent de répondre à la question que tu as posée, qui est est-ce qu'ils ont rencontré ce silence, cette présence. Cette présence plutôt. Est-ce qu'ils ont rencontré cette présence? Et là, Cindy qui dit, dans ce cas, quelle est la différence entre isolement et solitude? Les deux ne se rejoignent-ils pas finalement? Je trouve une question très intéressante. Je voulais te la poser, moi. Isolement, moi, de mon point de vue, isolement, ça sent le fait de subir quelque chose. Si je suis isolé, ça veut dire qu'il y a un groupe où il y a, et moi, je suis isolé de ce groupe. Donc, le terme isolement, puis isolement, ça peut être utilisé aussi pour dire qu'on n'est pas en lien, qu'il n'y a pas de relation, par exemple, de bruit ou de choses comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est peut-être isolation finalement, plutôt qu'isolement. Mais en tout cas, le fait d'être isolé, effectivement, peut amener au fait d'être esseulé. Par contre, être seul, il y a beaucoup de gens qui mettent une connotation négative sur le mot d'être seul, mais être seul, c'est pas forcément négatif. Il y a beaucoup de gens qui la recherchent, cette solitude. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux, qui sont bien dans cette solitude. Parce qu'ils peuvent faire, ils peuvent avoir le loisir de penser, d'agir,
de prendre soin d'eux, de faire ce qu'ils veulent. Alors que là, dans la relation à l'autre, donc ça, c'était presque plus l'année 1. Hein, en 2017, on était en année 1. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à vivre je dirais, cette solitude, et parfois peut-être de façon un peu forcée. Moi, j'ai eu pas mal de gens, ou même au niveau professionnel ou personnel, il y a eu des ruptures. Il y avait des choses qui se faisaient, puis il y a eu des ruptures, les gens se sont retrouvés tout seuls, etc. Là, on rentre en année 2, a priori. Alors bon, moi j'aime bien aussi parler un petit peu de ces choses-là parce que même si je n'ai pas même si je ne suis pas totalement persuadé et convaincu de tout ça, je trouve que les influences sont intéressantes. Et après, ça se vérifie ou pas. Et effectivement, on rentre en année 2. Donc effectivement, cette idée de la qualité de la relation à l'autre et de la façon dont on va pouvoir accueillir la différence de l'autre, etc., ça va être important. Mais dans la solitude, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se retrouve pas confronté à ces difficultés qui sont parfois les difficultés de la relation à l'autre. Donc, ça veut dire que peut-être que les personnes qui se retrouvent seules pourraient se poser cette question, qu'est-ce qui fait, d'une façon consciente ou inconsciente, finalement, qu'elles vivent cette solitude? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en eux? Alors après, on peut appeler ça l'âme, l'esprit, l'inconscient, quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en eux qui finalement a besoin ou provoque cette solitude pour un apprentissage particulier, pour une opportunité particulière que la personne ne sait peut-être pas saisir? Donc ça, c'est intéressant à se poser comme question. Mais encore une fois, c'est ce que je voulais rebondir sur ce que tu es en train de dire. La question que je voulais amener ou réflexion, c'est comme tu le dis, est-ce qu'il n'y a pas un besoin aussi conscient ou pas de solitude en tant qu'être humain et qui fait même que quand on ne respecte pas ce besoin-là, ça crée aussi d'autres conflits. Oui. Parce qu'on est tellement parfois pas à l'écoute de nous-mêmes, on donne tellement notre pouvoir à l'extérieur que on n'entend même pas ce besoin de solitude, mais les choses étant bien faites, la vie nous emmène, et ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire, nous emmène à cette solitude forcée. Et quand on regarde les grands moments, ou soit de maladie, où on a eu des coups durs, on a beau être avec les gens, c'est quand même dans ce moment de solitude que quelque chose a pu émerger, tu vois. Ouais, parfois, dans l'ennui, dans la solitude, dans l'ennui, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a une possibilité d'introspection, il y a une possibilité de laisser sortir quelque chose. Peut-être il y a des choses auxquelles on fait barrage, qu'on laisse pas sortir quand on est avec les autres, pour différentes raisons, et que la solitude permet justement de pouvoir laisser sortir. Alors le truc, c'est que justement, ce qui peut-être veut sortir dans les moments de solitude, ce que les gens pressentent, c'est peut-être parfois de la peine. C'est des peines qui ne peuvent pas exprimer devant les autres, qui peuvent pas forcément, ou qui s'autorisent pas à exprimer forcément devant les autres, parce que devant les autres, c'est bien de dire que quand on demande si ça va, c'est bien de dire que ça va, c'est bien d'essayer de montrer le bon côté de soi-même, etc. Donc parfois nos petits, je dirais, nos petites perturbations, nos petites turbulences internes, nos états d'âme, nos idées noires, etc. On les partage pas forcément toujours avec les autres. Et quand on va se retrouver seul, il y a peut-être justement cette crainte qu'il y ait tous ces matériaux, je dirais, émotionnels, affectifs, etc., qui se retrouvent à remonter à la surface, en fait. Qui, hop, on se retrouve submergé par je vais être tout seul, je risque de souffrir, je risque de ressentir de la tristesse. Donc la tristesse, c'est quoi? C'est lié à une perte, c'est lié à un manque, mais c'est lié à un manque de sensation d'amour, en fait, tout simplement, à l'intérieur de soi. Et cette sensation d'amour, c'est pas quelque chose qui est forcément lié à l'autre. L'autre peut stimuler cette sensation d'amour en nous. L'autre peut l'activer. Si dans notre système de croyance et dans notre façon de fonctionner, on donne le pouvoir à l'autre d'activer on va dire notre sensation d'amour. Mais cette sensation d'amour, on peut l'avoir pour soi, on peut l'avoir pour une dimension supérieure de soi-même, on peut l'avoir pour les différentes parties de soi à l'intérieur de soi. Enfin bref, on peut avoir cette sensation d'amour, même juste le fait de se dire je suis en vie, je suis autour de moi, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des êtres humains qui vivent peut-être sans faire attention à moi à ce moment-là, mais il y a quand même la vie autour de moi sur cette planète. Et je peux très bien trouver ça agréable. Alors ce qui est intéressant, c'est tu sais, c'est toutes ces histoires qu'on nous met un petit peu dans la tête. D'ailleurs, il y a un article qui a été écrit
par une amie et consoeur de la communauté Momentum, dans laquelle je suis en train de commencer un petit peu à collaborer. Cette communauté Momentum, elle est en train de naître petit à petit. Et en fait, elle a fait un petit article justement sur l'idée du rapport à soi et de l'amour de soi d'une certaine façon. Voilà. Et donc, ça rejoint tout à fait ce que je pense. Et puis, elle parlait dans cette histoire-là des contes de fées qu'on nous a racontés quand on était petit. D'accord? Et du fait que dans notre culture, on a été quand même relativement bercé et relativement conditionné par cette idée que si j'ai pas l'autre, je vais être malheureux. Je suis pauvre, je suis triste. Hein, l'idée de la princesse ou du prince qui a besoin de trouver son complément d'une certaine façon. D'ailleurs, on voit beaucoup aussi ça aujourd'hui au travers de tout ce phénomène des flammes jumelles. Alors, j'ai pas trop creusé la question, mais en tout cas, il est sûr que les personnes sont en attente de trouver cette reliance avec d'autres personnes, avec d'autres âmes, on pourrait dire. Voilà. Alors, l'idée, c'est que cette idée de conte, de fée, quand on raconte l'histoire de la princesse, c'est l'histoire du prince charmant, et puis des différents obstacles qu'ils vont rencontrer pour pouvoir être ensemble, et peut-être qu'il va falloir aller lutter contre le dragon symbolisant les peurs, et peut-être qu'il va falloir… Et en fait, cette princesse, si tu veux, elle est princesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore souveraine. Elle peut pas encore gouverner sa vie. Elle peut pas encore enfanter. Elle peut pas encore mettre au monde quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé le prince charmant. Donc, la partie complémentaire qui va venir, qui va venir pour pouvoir l'aider à devenir cette reine, etc. Donc, elle peut être dans un espèce de profond sommeil qui dure 100 ans, où il se passe rien, etc. Il n'y a pas d'amour. Et ce qui est intéressant dans tous ces contes de fées, c'est qu'en fin de compte, ces contes de fées ne parlent pas de véritables personnes à l'extérieur de nous. En fait, ils ne font que parler de notre symbolique psychique. Il ne faut que parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en réalité. Au niveau des énergies, du yin, du yang, du principe masculin, du principe féminin, de ce qu'on est composé. Et ces principes-là, on les retrouve dans les religions, on les retrouve dans la Bible, on les retrouve dans plein de spiritualités différentes et philosophies différentes. Et l'idée, c'est que il y a effectivement une relation à créer avec son propre principe complémentaire à l'intérieur de soi. Et c'est un peu ça l'idée du prince charmant et de la princesse charmante. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître, pour les personnes qui sont, je dirais, très culturellement et habituellement très centrées sur le monde extérieur, c'est-à-dire qui finalement sont beaucoup dans une relation au monde extérieur qui est dans un état normal de action-réaction avec le monde extérieur, ils vont chercher à trouver des choses qui peuvent les satisfaire dans le monde extérieur. Ils vont penser que le plaisir qu'ils peuvent ressentir va être lié à une personne à l'extérieur d'eux. Et que c'est cette personne qui va pouvoir les contenter, qui va pouvoir les satisfaire. Alors évidemment, ils mettent des critères du coup, hein, il y a beaucoup de critères qui sont mis en place, il faudrait qu'elle soit comme ci, il faudrait qu'elle soit comme ça, etc., etc. Toutefois, cette relation, on peut la créer à l'intérieur de soi. Alors moi, c'est ce que je fais au travers, moi, avec moi-même, au travers de pratiques que je mets en place pour moi-même. Je le fais peut-être pas suffisamment souvent d'ailleurs. Quand je commence à sentir effectivement une tristesse ou une peine ou une solitude qui commence à monter, peut-être que je le fais pas assez souvent. Enfin, en tout cas, je le fais de plus en plus. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et évidemment, d'aider les autres aussi à faire ça. D'aider les autres à aller à la rencontre, je dirais, faire se marier, faire s'épouser intérieurement ces principes complémentaires qui font qu'on a beaucoup moins l'impression de vivre une solitude qui est difficile. Absolument. Moi, en tout cas, ça me parle énormément ce que tu viens de dire, oui. Et l'analogie entre les contes, en fait, le prince charmant et la princesse. Et c'est vrai que quand on regarde, on a été éduqués comme ça, je veux dire, que c'est à l'extérieur, alors que c'est quelque chose à trouver en soi. Et alors ça peut être les deux. Ça peut être les deux.
Oui, ça peut être les deux. Mais pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que c'est tout ce que, tout le travail, si tu veux, que je propose. En tout cas, ce que je propose en parlant de célibat conscient, de profiter du coup, pour les personnes qui sont célibataires, de profiter de ce moment d'être célibataire pour faire se retrouver, tu vois, pour trouver son prince à l'intérieur de soi, son prince charmant et sa princesse. Ouais. Et ce qui fait qu'une fois que c'est fait, c'est ce qu'on va, comment dire, on va attirer, on va pouvoir l'offrir au monde avec une personne. Et du coup, ça prend, enfin, la relation, elle prend toute une autre dimension. Donc. Alors tout à fait. Alors, par contre, quand tu me parles de ça, ça me fait penser que ça a un avantage et ça a un inconvénient. L'avantage, c'est que si tu tombes sur une personne comme toi qui a fait je dirais, ce chemin, ce travail, d'être dans une bonne relation avec elle-même, qu'elle est dans une forme d'acceptation, qu'elle arrive à s'aimer avec ses qualités, avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses défauts, qu'elle est malgré tout pas forcément, malgré tout pas dans une fatalité de qui elle est, mais qu'elle cherche aussi je dirais, à faire évoluer ce qu'elle sent qu'elle peut faire évoluer. Hein. C'est toujours ça l'idée du développement personnel et spirituel, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut évoluer, on est censé évoluer, puis il y en a d'autres sur lesquelles peut-être on ne pourra pas changer. On est comme ça, et il y a aussi une acceptation à avoir de cette, je dirais, de cette forme, de cette fonction de ce qu'on est. Par contre, le truc, c'est que beaucoup de gens fonctionnent dans un mode, je dirais, très psychologique de la relation, et je dirais dans un mode même presque lié à plutôt pathologique de leur relation, sans s'en rendre compte. Oui. Pourquoi? Parce que les gens ont des blessures, d'accord, des blessures profondes, des blessures de l'être, des blessures émotionnelles. Alors on les connaît, hein, on en a déjà entendu parler plein de fois. Il y en a une panoplie: la blessure d'impuissance, la blessure de narcissisme, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, rejet, enfin on va dire plutôt rejet et injustice, abandon et trahison, et puis humiliation, qui sont des blessures qui sont pas forcément propres à chacun, mais qui sont parfois des choses qui sont liées à des mémoires beaucoup plus anciennes que notre propre vie. Oui. Que ce soit lié à notre généalogie, à nos parents, à ce qui a été vécu, peut-être même à l'espèce humaine d'une façon générale. C'est-à-dire cette idée de rejet, cette idée d'abandon. Si on prend ne serait-ce que la Genèse, et le fait que Adam et Ève ayant fait une bêtise ont été quelque part rejetés du paradis d'une certaine façon, il y a une forme de paradis perdu pour nous, c'est-à-dire lié à une difficulté à exister dans ce monde, à une souffrance qui peut être liée à la difficulté d'exister, et faire qu'à l'intérieur de nous, on a comme ça cette sensation que c'est pas normal, c'est pas logique. On est rejeté, on est abandonné, il y a de la trahison, il y a de l'injustice, on devrait être plus important que ça, on devrait être plus aimé que ça, on devrait être plus apprécié que ça, c'est pas normal. Et puis il y a ceux qui se sont résignés, qui sont dans l'idée de dire que de toute façon c'est normal, qu'ils sont nuls, qu'ils sont pourris, qu'ils sont pas aimables, et que on peut rien faire pour eux, d'accord. Toutefois, ces blessures-là, elles sont toujours présentes chez les personnes, et elles sont agissantes. Elles vont orienter un certain nombre de stratégies comportementales, stratégies réactionnelles, relationnelles. Donc, ce qui fait que souvent, les personnes rentrent en relation pour satisfaire des besoins. Et ce qui veut dire que quand elles rencontrent quelqu'un qui semble ne pas forcément, ou qui ne vibre pas, ou qui ne manifeste pas un besoin vraiment clairement établi, elles ont du mal à savoir quel rôle elles vont jouer très inconsciemment au niveau du contrat entre les personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont, on va dire des filles, par exemple, une personne qui n'a pas eu, par exemple, de père, qui a manqué d'un père. Alors, peut-être soit parce qu'elle l'a perdu, il est décédé, soit parce qu'il n'a pas été présent, mais elle a manqué d'un père. Il est possible qu'à un moment donné, elle soit attirée par un homme plus âgé, qui va avoir peut-être une différence d'âge qui sera importante. Parce que peut-être qu'au travers de ça, elle retrouve quelque part un peu son père. Pour peu qu'il ait en plus une réaction qui soit, enfin, une façon de fonctionner comme ça un petit peu paternelle, elle va peut-être effectivement sentir ça. Le truc, c'est que ça, c'est un contrat de départ. C'est-à-dire, au départ, la personne, elle rencontre quelqu'un qui va
je dirais, apaiser sa blessure, apaiser sa souffrance ou sa douleur d'avoir manqué d'un père. Mais progressivement, peut-être que cet homme qui peut avoir plus d'âge va pas forcément avoir la maturité, va pas forcément avoir les comportements au fil du temps qu'elle attend. À un moment donné, il va peut-être avoir envie d'être autre chose qu'un père, d'être un amant, d'être je sais pas, autre chose, un patron d'entreprise, un ci, un ça, bref. Donc, la personne va se connecter à cette personne pour une raison particulière au départ, et puis petit à petit, quand ils vont commencer à se connaître, eh ben, elle va commencer à perdre un peu du père qu'elle trouvait en lui, même si c'est très inconscient. Et puis, elle va commencer à voir chez lui se développer d'autres choses en disant, mais c'est pas ça que je voulais chez toi. Voilà. Moi, je voulais un père, je voulais pas quelqu'un qui me court après pour des relations sexuelles tous les jours, par exemple. Donc, ça peut être, du coup, lui, il va se dire, bah oui, mais je suis un amant aussi, je ne suis pas qu'un père, et il va commencer à avoir des difficultés. Alors là, je te parle de ça pour ça, mais ça peut être aussi dans le sens inverse. Quelqu'un qui va rencontrer un homme parce que c'est un séducteur, elle se dit, tiens, celui-ci, ça va être un amant extraordinaire, et puis quand elle est avec lui, c'est plus une relation simplement, on va dire, qui tourne autour de la sexualité, etc. Quand elle est en relation avec lui, d'un coup, elle va plus apprécier cette part de lui parce qu'elle va lui reprocher de trop s'intéresser peut-être aux autres femmes ou de trop être dans la séduction avec d'autres femmes. Et peut-être elle va vouloir qu'il devienne du coup un petit peu un père ou un petit peu un mari qui reste à la maison. Enfin bref. Et du coup, elle va lui reprocher finalement de pas en tout cas de façon très inconsciente, de pas satisfaire le contrat de départ. Ce qui fait que ça soulageait la blessure, ce qui fait que ça remplissait un vide. Ça satisfaisait quelque chose qui était en lien avec un manque. Quand tu dis contrat de départ, Guillaume, la question qui me vient, c'est est-ce que tu es en train de dire que entre les deux personnes, le contrat était conscient? En général, ce ne sont pas des choses dont on est forcément, ça c'est au niveau inconscient que ça se joue. Donc, est-ce que tu veux dire contrat de départ? C'est quand je dis un contrat, en plus, le problème, c'est que c'est pas la personne. Quand je te parle de la personne, c'est que je te parle d'elle, mais de ses sous-personnalités aussi. Oui, ok. D'accord? Donc, c'est inconscient. Donc, c'est très inconscient la plupart du temps. À part si tu es un sédiconscient. Oui. Et que tu as fait, et que tu as profité, on va dire, d'un certain temps de solitude pour faire une mise en lumière, une mise à jour, une clarification de qui tu es, de ce qui est important pour toi, de ce dont tu as besoin, et qui fait que après, effectivement, quand tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres quelqu'un qui est aussi dans une même dynamique, ben en fait, ça va matcher beaucoup plus facilement parce que voilà, on va repérer nos dysfonctionnements. J'ai vu passer un message qui disait oui, les blessures, c'est important de les régler. En fait, le truc, c'est que c'est pas sûr qu'elles soient réglées, ces blessures, d'une façon définitive. C'est-à-dire que c'est pas sûr qu'elles puissent être. On voit plus ta tête, Guillaume. D'accord. Là, pourtant, je suis bien là. C'est pas sûr qu'elles soient réglées définitivement, le rejet, l'abandon, toutes ces choses-là. Le truc, c'est d'en être conscient, c'est-à-dire de sentir quand ça vient, de sentir quand ça monte, de sentir quand une personne, elle te dit, bah là, je vais plus pouvoir te parler sur Messenger ou en SMS parce que j'ai un repas ou avec une amie, bah de pas se sentir abandonné à ce moment-là. Ou alors de sentir que bah ça me vexe, ça me blesse, ça me touche. On était en train de parler et puis là d'un coup, il me dit qu'il va plus me parler. Ah bah tiens, c'est peut-être ma blessure d'abandon qui est en train d'être activée. Et je vais être tenté peut-être de mettre donc ça va, je vais faire marcher mon masque du dépendant, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire de dire oui, mais là j'ai besoin de toi, on était en train de parler ensemble, etc., etc. Et puis si ça marche pas, je vais passer dans le côté trahison. Tu peux pas me faire ça. Comment ça, tu vas parler avec cette personne alors qu'on est en train de parler avec le machin, alors que je suis plus importante pour toi. Et puis je vais mettre du contrôle. Enfin, tu vois, le truc c'est tous ces mécanismes-là. Si j'en suis inconscient, si je ne les ai pas vus, eh ben ils vont facilement me conduire mon existence, conduire ma vie. Alors que si j'en suis conscient, je vais pouvoir sentir que ça monte. Et si je suis d'autant plus conscient, on va dire, de mes ressentis, de mon vécu intérieur, de la façon dont ça se manifeste, et ça, j'invite vraiment pour ça, d'ailleurs les gens, j'en profite, tiens, je parle d'hypnose de vie. J'ai lancé une petite formation
hypnose de vie qui va se faire en présentiel sur Lyon entre le 2 février et le 6 février, mais il y aura aussi toute une formation qui va se faire en ligne. J'invite vraiment les gens à s'intéresser à cette utilisation de l'hypnose, de l'auto-hypnose, justement pour pouvoir être dans une relation à soi et dans une relation aux autres qui va plus en profondeur, qui permet d'être plus conscient, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe avec l'hypnose? C'est que tout ce qui est là sous la surface devient plus visible parce que ça remonte un petit peu plus. D'ailleurs, au niveau du cerveau, on voit qu'il y a une activité cérébrale qui est souvent très liée à des choses qui sont sous le cerveau, et que quand on prend conscience, il y a tout qui s'active sur le cerveau. C'est d'un coup la conscience, c'est hop, toute l'information qui était là sous-jacente et qu'on ne percevait pas, elle vient à la conscience. Et donc l'hypnose, elle permet ça, elle permet d'aller mettre en conscience des choses qui nous agissent intérieurement. Donc dans la solitude c'est le cadeau caché pour moi, c'est ça. Le cadeau caché, c'est que la solitude, elle permet finalement de retrouver la relation avec la présence, avec sa présence, avec la présence de quelque chose au-delà de soi, quelque chose, je dirais, qui nous dépasse, qui dépasse notre conscience, qui dépasse notre perception de nous-mêmes, qui est le petit moi, le petit jeu, l'ego d'une certaine façon, qui se limite, qui est limité dans sa relation au monde. D'ailleurs, cet isolement, c'est l'ego qui en souffre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe, en l'occurrence. Parce que si ce qu'on appelle la fonction de l'ego, c'est-à-dire cette fonction psychologique qui nous, quelque part, qui nous aide à survivre dans les relations, dans notre relation avec le monde extérieur, si elle prend forme, cette fonction-là, c'est que il y a une crainte, d'une certaine façon, de vivre quelque chose de difficile ou de douloureux, ou qui nous fait souffrir, qui nous fasse souffrir. Donc, on craint d'être tout seul. C'est lié au fait qu'on n'a pas la foi ou qu'on n'a pas la confiance profonde que l'environnement est là pour nous faire du bien, que l'environnement peut nous apporter du positif. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de spiritualité, parce que ça demande de développer un niveau de conscience qui permet de se rendre compte qu'en fait l'environnement nous veut du bien. Alors il nous veut aussi du mal parfois, mais je dirais que ces idées de bien ou de mal, d'enfer et de paradis, c'est beaucoup lié à notre jugement, d'accord, à notre façon de juger les choses, et que tout ça, c'est pas vraiment un lieu, c'est-à-dire que cette terre, c'est pas ou un enfer ou un paradis. Il y a des gens, ils vont vous dire c'est un enfer, des gens, ils vont vous dire c'est un paradis, parce que dans leur façon d'être en relation avec eux-mêmes et avec le monde extérieur, ils vont pas du tout générer le même type d'expérience et le même type on pourrait dire de satisfaction et de choses agréables à vivre. Finalement, l'enfer et le paradis, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, plus qu'une réalité. Donc, ce monde, il a plein de possibilités, et si on n'a pas fait le chemin à l'intérieur de soi pour pouvoir aller à la rencontre de cette présence, de cette confiance, de cette foi, de cette capacité à pouvoir s'en remettre à autre chose que son moi, son jeu du moment, eh ben, on peut effectivement souffrir de ça. Et c'est pas parce qu'on le sait qu'on va pas de toute façon passer par des moments où on va en souffrir. Mais dans ces moments-là, l'idée c'est d'accepter. Ou alors, de trouver une solution. De dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Là, je souffre de solitude. Qu'est-ce que je peux faire pour moins en souffrir? Alors après, là, on va commencer à rentrer dans les difficultés qui sont liées aux croyances ou aux blocages que les gens peuvent avoir, de se dire, là, je suis seul, mais j'ai la croyance que personne ne veut de moi, ou j'ai la croyance que de toute façon, personne sera disponible pour moi, ou j'ai la croyance que j'aurais beau avoir toutes les personnes que je veux autour de moi, si c'est pas quelqu'un qui m'aime profondément, je serai pas bien. Donc après, selon la vision du monde de la personne, elle va pouvoir se mettre tout un tas de limites qui vont faire qu'elle va s'entretenir dans cette solitude, d'une certaine façon. Oui, tu as dit quelque chose, moi, que je trouve très, très important, je rebondis là-dessus. On peut avoir parfois
l'impression, quand on entend tout ça, ou même quand on est dans cette démarche, de croire qu'il faut qu'on soit parfait ou bien qu'il faut arriver à ne plus avoir de blessures, mais c'est vraiment pas ça. Moi, je m'en rends compte. C'est vraiment ce qui fait, en tout cas moi personnellement, la différence pour moi, c'est d'avoir cette conscience et de voir quand je suis dans ma blessure, là, je dis, là, Michel, t'es dans ton abandonnique, là, à fond, ok. Mais de le voir, c'est seulement en ce moment-là où est-ce que je continue de macérer là-dedans? Ou bien, comme tu dis, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Même pour la solitude, parfois, on se sent seul et il suffit concrètement de dire, tiens, je sens le besoin de sortir un peu, de rencontrer les gens ou bien de discuter, aussi de prendre si je peux dire, en tout cas, c'est ce que je fais, la responsabilité en quelque sorte de cette solitude et de dire, OK, de l'accepter, que je me sens seule. Ça peut être, il faut être à l'écoute de soi en ce moment-là pour voir ce qu'on a envie de faire aussi, parce qu'il y a ça aussi pour ne pas tomber dans l'isolement, poser concrètement un acte, tu vois, le truc, ça, j'insiste là-dessus parce qu'on peut entendre, oui, mais bon, c'est comme si, bon, ben, on va plus s'en sortir, je fais ce chemin. Il y a aussi quelque chose que j'entends aussi, c'est la peur, mais je fais tout ce chemin, la peur de ne pas avoir quelqu'un en face de moi qui aille dans ce sens-là, tu vois, et du coup, de m'en servir pour me refermer dans la solitude. Et je dis, ben non, tu y vas. Et puis, de toute façon, moi, je crois qu'on attire, on ne sait pas par hasard qu'on attire qui on attire aussi, mais si les deux personnes ont cette conscience-là, ben, c'est que, bon, ben, on vient, on sait qu'on a, excuse-moi, nos mères, et puis on vient avec, quoi. Et ouais, alors il y a peut-être des fois, justement, un peu une dimension perfectionniste là-dedans. C'est-à-dire, l'altérité, elle est justement faite pour ça. C'est-à-dire, je dirais pour ceux qui sont un petit peu dans la spiritualité, une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité qui fait qu'on se met à l'épreuve aussi de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'accepter l'autre dans sa différence? Est-ce que je suis capable d'être dans la curiosité de l'autre, comme si c'était un étranger pour moi, et que je prenais plaisir à le découvrir, même s'il est différent, même s'il ne correspond pas à tous mes critères, je dirais, ou s'il y a des choses qui clochent. Là, finalement, c'est pas simple. C'est pas simple d'exercer sa capacité d'amour, sa capacité d'aimer ou d'apprécier les personnes, etc., alors qu'elles correspondent pas forcément toujours à ce qu'on attend. Donc, effectivement, le cœur, à un moment donné, il s'est fermé parce qu'il a été blessé, etc. Donc, on l'a fermé, il est protégé, il est caroublé. On se dit, on va travailler sur des choses, on va ouvrir, et puis derrière, peut-être qu'on va pas rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ça, c'est vraiment une fonction de l'ego de se projeter de cette façon-là dans l'avenir, avec une peur, à partir d'une peur qui n'a pas lieu d'être, parce que la plupart des gens qui vont vous expliquer qu'elles ont rencontré la personne de leur vie, elles l'ont fait souvent dans un contexte totalement inattendu. C'est-à-dire que voilà, elles s'attendaient pas au truc, c'est la surprise, c'est pas quelque chose qu'elles ont pu anticiper. Donc peut-être que 5 minutes avant ou 1 heure avant, elles étaient en train d'imaginer ou d'anticiper que leur vie allait je dirais être, parce que c'est un peu le problème de notre esprit, c'est que quand on vit un état désagréable, notre esprit le généralise et a l'impression que ça va durer. Donc quand quelqu'un vit une solitude, il a l'impression, il se dit, mince, je vais peut-être finalement être seul pendant les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir, je vais peut-être d'ailleurs finir seul. Je vais peut-être être seul, j'aurai peut-être plus jamais personne. Tu vois, le truc, ça, c'est vraiment une fonction de notre système qu'on utilise, je dirais mal, parce que on laisse notre imagination prendre le pouvoir sur nous. On est dans des anticipations négatives, mais de choses qui sont totalement improbables. Qu'on se retrouve tout seul jusqu'à la fin de sa vie, c'est improbable. À part si on fait tout pour y arriver. À part si cette croyance, on fait tout pour la vérifier, pour lui. Et que dès qu'il y a une opportunité qui se présente, on la refuse. Des fois, il y a des gens qui sont là-dedans, qui sont dans des tristesses, dans des souffrances. Alors, c'est aussi pour ça qu'ils sont seuls. Hein. C'est que ils pensent souffrir et être tristes parce qu'ils sont seuls, alors qu'en fait, ils sont seuls parce qu'ils souffrent et qu'ils sont tristes.
Et que du coup, ils ont besoin, si tu veux, il y a comme un besoin d'isolement parce qu'ils se sentent plus en possibilité d'être bien avec les autres, avec le monde qui les entoure. Ils risquent d'être un peu des victimes, des vampires énergétiques ou ce qu'on veut. Donc, ils finissent par s'isoler. Et ces gens-là, ils peuvent vous dire qu'ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils vont se plaindre. Ils vont dire oui, je suis tout seul. J'ai mes personnes qui m'invitent aux soirées, etc. Bon, bref. Et le jour où vous lui dites ah, eh ben écoute, si tu veux ce soir avec Jacques, on avait prévu d'aller au cinéma, bah t'as qu'à nous rejoindre. Bah ils vont peut-être trouver des excuses pour dire qu'en fait ouais, mais non, en fait non, ce soir ça peut être possible, etc. Machin. Et ils vont se complaire. En fait, ils vont pas se complaire, mais en tout cas ils vont s'entretenir dans cette solution-là, parce que de toute façon leur état interne à ce moment-là est de toute façon négatif. Donc les états internes négatifs ont toujours leur état ressource. Il y a toujours une solution à l'intérieur de soi. Il y a toujours une possibilité d'avoir la complémentarité ou je dirais dans la polarité inverse. C'est-à-dire, je suis dans la tristesse, ça veut dire que la joie n'est pas loin. Je suis dans la solitude, ça veut dire que la possibilité d'être en lien et de ne plus me sentir seul n'est pas loin. Elle est juste de l'autre côté là, mais à un moment donné, il faut juste bouger le curseur d'une certaine façon. Donc, il y a un truc auquel je pensais dont tu m'as parlé, mais peut-être que j'en ai parlé en fait. Voilà, donc l'idée c'est je sais plus. Tu étais en train de me dire quelque chose. Tu sais quoi, par rapport à ce que tu viens de dire, Christina Marquez, j'en profite pour dire, c'est la spécialiste de la dépendance affective. Dans le mois prochain, on va se retrouver avec Christina d'ailleurs, parler de dépendance affective, ça va être top aussi. Alors, Christina qui dit, alors que tout est temporaire dans la vie, y compris les moments inconfortables, tu vois, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Guillaume, ça c'est super important aussi de garder ça en tête. Pour reprendre notre ami qui a simplifié ça, enfin qui en tout cas a vulgarisé ça, même si c'est des choses qui sont enseignées dans pas mal de théories, mais pour reprendre François Lemay, voilà, on peut dire que tout change tout le temps. Donc à un moment donné, il y a des phases, même si elles durent un peu longtemps, il y a des phases, mais elles risquent de prendre fin, à moins qu'on fasse quelque chose volontairement pour que ça persiste. Et encore, c'est même pas sûr que ça persiste, parce que parfois on a beau vouloir, même déjà des fois des gens qui veulent rester seuls n'y arrivent pas d'une certaine façon. Et tout change. Et effectivement, alors non, c'était pas le tout change auquel je pensais. C'était la personne, c'était quoi qu'elle disait? Tout est toujours parfait. François Lemay, c'est tout est toujours parfait. C'est pas tout est toujours parfait, c'est tout change. Et non, c'en était une autre. Juste avant, tu disais qu'elle disait, oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est cette idée que tout change, en fait, que ça va finir par tourner, en fait. Le vent va finir par tourner à un moment donné. Oui, c'est Christina qui disait c'est temporaire et que même dans les moments inconfortables, c'est temporaire. On dit tout passe, tout finit par passer. Mais c'est vrai que quand on est là-dedans, on n'est pas, on généralise. C'est les distorsions, hein, c'est ce qu'on appelle les distorsions cognitives avec la généralisation, avec tout ça. On se raconte des vraies histoires, même des histoires catastrophiques. Et tout simplement parce qu'on est porté, on est envahi par des émotions, par des sensations qui parfois viennent de loin. On ressent une tristesse, on ressent une peine, on ressent un manque, on ressent quelque chose qui parfois vient de loin. Et moi, je sais que j'ai eu fait un travail personnel qui m'a permis de me rendre compte que depuis toujours, j'étais pas en connexion avec ce qu'on appelle l'anima, avec cette, on va dire, avec cette énergie féminine ou avec cette autre soi à l'intérieur, qui fait que quand on rentre en lien avec ça, il y a, waouh, on a l'impression d'être totalement comblé, on a l'impression d'être aimé, on a l'impression d'être, voilà, on se sent aimé en fait. Et finalement, c'est ça que les gens cherchent, c'est à se sentir aimé. Aimer et être aimé. Ouais, mais c'est ça. Donc après, la solitude, elle peut aussi permettre justement de faire des choses, de réfléchir à comment je vais pouvoir donner aux autres quelque chose. Voilà, la personne, elle est seule, elle a qu'à faire un live sur Facebook et puis partager des choses positives en disant, bah voilà, je sais pas, elle est un peu poète, et ben elle a qu'à réciter des poèmes, elle est un peu musicienne, elle a qu'à envoyer de la musique, elle a qu'à, tu vois. Donc, dans la solitude, elle peut permettre de créer, elle peut permettre
de plein de choses positives et agréables. C'est une tournure d'esprit. Voilà. Le problème, c'est quand on se met dans une posture où on imagine que c'est comme une punition qu'on subit, que c'est pas juste, la vie est injuste, c'est pas normal que je me retrouve tout seul. Alors, c'est sûrement derrière de la blessure de rejet, il y a sûrement derrière de la blessure d'abandon, et que du coup, je ne suis pas en relation avec des dimensions ou avec on va dire, avec des sensations ou avec une présence ou quelque chose. Alors, j'ai vu qu'il disait, un gars qui disait, je me kiffe. Donc, l'idée, c'est pas forcément, tant mieux si on se kiffe, hein, quand même, un minimum. Mais c'est pas forcément d'être dans une auto-glorification, voilà, sans arrogance. C'est Arnaud. C'est pas forcément de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas s'aimer, parce que, alors moi, pour tout vous dire, c'est ce qui m'est arrivé quand je commençais à faire du développement personnel et que un jour j'ai lu dans un bouquin qu'il fallait se mettre devant un miroir et arriver à se dire qu'on s'aime. Bon, j'ai dû faire à peu près le truc une 50aine de fois avant qu'il y ait quelque chose qui sorte de ma gorge. Parce qu'à chaque fois, je me regardais devant le miroir, je trouvais un truc qui allait pas, je me disais, ben non, tac, 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 tac. Bon, j'étais, avant de faire tout ce travail, qui m'a permis je dirais, de me sentir un petit peu mieux avec moi-même. J'étais quand même très complexé, pas mal, assez mal dans ma peau vis-à-vis de moi-même. Donc, je me regardais et ces fameuses distorsions, cognitives me faisaient voir de moi que les aspects que j'apprécie pas, que j'aime pas. Des fois, les gens, d'ailleurs, ils se revoient en photo quand ils étaient jeunes, ils disent, ah, mais j'étais mignon, finalement. Ils se revoient quand ils étaient ados, des fois avec leurs lunettes ou leurs trucs ou leur coiffure ou leur fin, ils disent, oh, mais finalement, j'étais pas si mal. Mais sur le moment, on a cette distorsion qui nous fait voir parfois, quand on est un peu trop perfectionniste, qui nous fait voir que les aspects qu'on n'a pas envie de voir. Donc, j'avais du mal à me dire je t'aime. Et en plus, ça peut faire sourire, mais ça me donnait l'impression d'être un mec, parce qu'à l'époque, j'avais un peu cette vision, hein, j'étais un mec qui regarde un mec dans un miroir et qui lui dit je t'aime. C'était pas bon. C'était pas dans mon truc. Voilà. Pour moi, vis-à-vis de moi-même, hein, c'était une question d'orgueil, une question d'ego, une question de ce qu'on veut. Mais de me regarder, de dire comme si, voilà, je suis un mec qui regarde un mec et qui lui dit je t'aime, ça va pas. Donc, quelque part, c'est pas, ce qu'on peut aimer en soi, c'est pas soi, c'est pas moi, l'homme. C'est aussi toute cette dimension féminine qui est à l'intérieur de moi. Absolument. Peut-être même qui m'appartient pas particulièrement. Et qui fait que c'est une énergie qui me traverse, que je suis en lien avec autre chose. Et ça peut permettre d'activer, en fait, les mêmes circuits du plaisir, du bien-être, que quand on est avec quelqu'un. Et quand du coup, on arrive à faire ça, puisque finalement, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est à activer en soi les circuits du plaisir, puisque c'est notre nourriture, hein, le plaisir, que ce soit de manger, que ce soit de sortir, d'être avec des gens, de faire des lives, d'avoir un métier qui nous plaît ou quoi que ce soit. D'une certaine façon, c'est au bout du compte, l'idée, c'est qu'on arrive à ressentir un minimum de plaisir. Donc, si on arrive à ressentir du plaisir dans la solitude, on peut presque se passer des autres. Alors, l'idée, c'est par rapport à cette fameuse théorie, d'ailleurs, qui vient de l'analyse transactionnelle, hein, qui parle de la dépendance, de la contre-dépendance, de l'indépendance et de l'interdépendance, c'est qu'il y a certaines personnes qui, du coup, sont si indépendantes ou veulent tellement montrer d'indépendance qu'elles finissent par se couper des autres. C'est un peu comme si elles se disaient je peux me passer de tout le monde, je peux me passer des autres. Et finalement, elles souffrent à un certain niveau, même si elles ne l'admettent pas forcément. Elles souffrent d'être seules. On n'est pas fait pour être indépendant et totalement coupé des autres. Alors, il y en a peut-être qui sont faits pour ça, mais on est fait pour être interdépendant. Voilà. Donc, même si on travaille sur soi, même si on développe une certaine conscience des choses, une conscience de soi, une conscience des autres, c'est important de toujours être dans cette importance de la relation à l'autre et du fait d'échanger de l'amour ensemble, enfin de l'amour, de l'amitié, etc., de la considération, de la reconnaissance, enfin voilà, de se nourrir les uns les autres avec ça.
c'est ce qui va procurer dans l'ensemble quand même beaucoup de plaisir et beaucoup plus de plaisir et de bonheur, que ce soit dans une entreprise, dans une équipe, au travail. Voilà, l'idée de la bienveillance, de veiller au bien de l'autre. Toutes ces notions-là sont des notions qui vont activer en nous des choses qui vont nous faire plus goûter, plus profiter, plus goûter le côté savoureux de la vie d'une certaine façon. Mais ça peut se faire pas forcément, ça peut se faire même seul, avec soi-même. Et je pense, Guillaume, que quand on l'a fait seul ou qu'on est rempli de ça, enfin, j'ai envie de dire automatiquement, je mets ça en guillemets, on l'offre, on le vibre, on l'offre aussi au monde. C'est pas quelque chose qu'on veut garder pour soi, tu vois. Ça prend tellement, regarde, même quand on est amoureux, par exemple, mais dans cet état, mais tout ce qu'on a envie d'aller. C'est même pas qu'on le calcule. C'est parfois on parle même pas. On est juste là, on est présent, comme tu dis, à cette présence, et il y a quelque chose qui émane de nous, quoi. Ben regarde les moines, enfin certaines personnes qui sont dans des isolements, hein, et qui pour autant peuvent parfois, enfin peuvent aussi être au service du monde, au service des autres, enfin qui sont peut-être pas seuls parce qu'il y a peut-être ils ont peut-être des frères ou des sœurs qui vivent avec, mais ils sont peut-être seuls sur un plan amoureux. Et en fait, ils sont pas seuls sur un plan amoureux parce qu'en fait, ils ont trouvé cette présence, ils ont trouvé cette reliance. J'ai fait des covoiturages là, j'avais mis quelques postes de covoiturage que j'ai fait, où moi je tombe toujours sur des covoiturages un peu spécifiques. J'ai eu à un moment donné un prêtre canadien et puis la fois d'après une sœur. Et en fait, c'est un peu les questions que je leur posais, c'est ce qu'ils expliquaient. Effectivement, ils ont activé en eux cette relation de reliance intérieure. Et ça peut être très compliqué de comprendre ça pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce chemin, qui n'a jamais fait ce type d'exercice. Par exemple, qui n'a jamais vécu d'hypnose, qui n'a jamais vécu trop de méditation, de choses comme ça, ou qui n'arrive pas à rentrer dans ces états-là. Ça peut être très difficile puisqu'il n'y a pas forcément de référence pour comprendre ça. Pour pouvoir dire, OK, je vois ce que c'est et je sais que ça peut m'activer du plaisir, donc j'y vais. Je vais le faire. On a tendance tout de suite, le premier réflexe qu'on a, c'est je vais essayer de trouver du plaisir dans la relation avec les autres. Donc, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur mon téléphone, je vais connecter, je vais appeler des personnes, je vais essayer de sortir, je vais essayer de voir du monde pour que ce soit une stimulation extérieure. On a du mal à s'auto-stimuler intérieurement. Alors, et je regarde ce commentaire, Guillaume, et ensuite, on va devoir s'arrêter, mais c'est super intéressant parce que nous, on peut être là jusqu'à minuit, hein. Guillaume, il a des choses à nous dire. Et d'ailleurs, le prochain, tu as parlé de plaisir. Ça serait bien, ce sera le prochain sujet à aborder, le plaisir. On a un bon ça. Alors, Patricia, tu vends des sextoys en marketing de réseau? C'est encore une autre histoire, hein. Enfin une autre histoire. Non, ça fait partie. Il doit avoir des niveaux de plaisir. Je le pratique actuellement. Il y a quelqu'un qui dit je le pratique actuellement. Bon, c'est bien. Écoute. En live. On va faire le sans tabou, Guillaume. Là, on pourra parler des choses qui oui, alors ça, personne n'en parle. Mais parlons masturbation, par exemple. Parlons de tous ces trucs-là. Écoute. Guillaume, voilà, tu sais, on fera ça, mais après 23 heures un jour. Et on va l'appeler Sans Tabou avec Guillaume et Michel. Vous êtes tous invités. En attendant, on revient au sujet du jour. C'est Patricia qui dit activer en soi le circuit de plaisir, c'est le max. On peut échanger avec des tas de trucs. Et d'être bienveillant avec les autres sans pour autant avoir quelqu'un attaché au pied comme un boulet. En fait, comme on voulait, ça finit comme un boulet. Alors, Lee qui dit le contact physique avec les humains est quand même plus que nécessaire pour se sentir vivant. Oui, moi je. Lui qu'il n'est pas humain, c'est marrant la façon dont il dit ça. Il n'est pas quoi?
Le contact physique avec les humains. Alors, le truc, c'est que oui, effectivement, le contact physique avec les humains est très important. On en a parlé en début d'émission. Je sais pas s'il était là. C'est effectivement, c'est très important. En fait, le truc, c'est que faut pas, en fait. Mais ce serait bien de sortir. Je vous invite à travailler sur votre façon de fonctionner. Je crois que cette année, elle va nous amener à ça, à sortir des polarités, sortir des opposés. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a un cadeau caché dans la solitude que la solitude vaut mieux que d'être accompagné. C'est deux choses qui peuvent être bien vécues. On peut bien vivre être accompagné, on peut bien vivre rencontrer des personnes, on peut bien vivre passer des moments avec des gens, et on peut bien vivre les moments où on se retrouve tout seul. Il y a des gens, dès qu'ils se retrouvent tout seuls, ou dès que je sais pas, la nuit tombe, voilà, ils vont se retrouver tout seuls le soir. Ils ont une tristesse, ils ont quelque chose, ils ont quelque chose qui se passe. Et ça se passe parce que ça se passe à l'intérieur et parce qu'ils laissent cette chose passer, mais ils la vivent mal, ils y résistent. Ils vont pas à la rencontre de ça. Peut-être que la tristesse qu'ils ressentent, c'est peut-être leur être intérieur qui est en train de dire, je suis seul là. Profite de ce moment où tu es tout seul pour venir à ma rencontre. Si à l'intérieur de moi, j'ai une princesse esselée, enfermée dans son donjon, et que moi, je suis là, je rentre chez moi, je suis tout seul, je me dis, bon, je vais me faire une petite série, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je commence à sentir que je me sens pas bien, etc. Je ressens une forme de tristesse, une forme de peine. Peut-être que cette forme de peine ou de tristesse, c'est pas la mienne. C'est peut-être celle de cette princesse à l'intérieur de moi qui est en train de dire, Guillaume, viens me rejoindre. Si tu venais rentrer en relation avec moi, si on pouvait reconnecter ensemble cette énergie, ce principe masculin et ce principe féminin. Absolument. Et peut-être que j'aurais plus envie d'y aller. Surtout si elle est blonde. Ça y est. Je crois que Guillaume, après, je sais pas quelle heure il est. Après 21h45. Ça y est, il passe, tu vois. Il passe. Non, mais ça peut être aussi un beau prince charmant enfermé dans un endroit. Voilà, qui attend que tu viennes le retrouver par la méditation ou par l'auto-hypnose, que tu puisses aller à la rencontre de cet être intérieur. Et à partir de là, tu vas peut-être ressentir quelque chose de très positif et du plaisir. Et après, tu vas te dire, si quelqu'un te téléphone ou quelqu'un te dit, tiens, ce soir on sort, tu vas dire, oh, laissez-moi tranquille, je passe une trop bonne soirée. Je suis avec mon prince. Non, mais c'est pas, on rigole là-dessus, mais c'est très vrai. Enfin, moi, je le fais, ça, tu vois, et même s'imaginer cette personne, même si ça dépend comment elle vient dans notre esprit. Alors, mais c'est blonde, vrai que, brune, rousse, chauve, non, enfin, comme tu veux. Non, je dis ça parce que je vois les commentaires déjà qui sont là. Ah, bah blonde, ah, ben brune. Non, on s'en fout de la couleur du cheveu, on s'en fout. C'est pas grave. Grosse poitrine, petite poitrine, voilà, on s'en fiche aussi. On s'en fout. C'est comme tu vois ce qui te fait plaisir. Comme, okay? Voilà. Tu fais comme tu veux. Mais ce qui est, c'est que ça change l'état interne. Tu crées ton avatar intérieur. Voilà, c'est ça. Et ça change l'état interne. Quand on fait ça, enfin, moi, je sais que je me vois dans cette solitude, et pour peu que je me mets dans cet état-là ou que je me connecte avec, moi, je ne peux pas vous le décrire. Oh, ça y est, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est instantané, quoi. Ce changement d'état interne en fonction de à quoi on se connecte, on n'a pas idée. C'est vraiment des choses qu'on a à disposition. C'est vrai, il faut y aller, il faut vouloir y aller aussi. Mais et oui, après, il y a les gens qui vont dire, ouais, mais enfin bon, c'est quoi cette histoire, être tout seul chez soi, imaginer qu'on rencontre je ne sais quoi à l'intérieur de soi, ça remplace pas une vraie rencontre, ça remplace pas une personne, ça remplace pas tout ça, ça remplace pas d'avoir une personne qu'on aime, d'avoir son âme sœur dans sa vie, oui, on est d'accord sur le fait que toutefois, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à pratiquer ou à connecter. Tout simplement, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de mieux vivre ces moments de solitude ou d'en profiter pour connecter à quelque chose que ma vie
en relation avec les autres ou en communauté avec les autres ne me permet pas de pratiquer. Moi, depuis tout jeune, dès qu'il y avait du monde à la maison, je m'enfermais dans ma chambre, je faisais comme si j'étais pas là, je me mettais sur le bureau et ma mère, elle me cherchait, elle disait ah bah Guillaume, viens dire bonjour, et ah bah il est pas là, je sais pas, je le trouve pas, je m'étais caché. Et je restais tout seul, isolé. J'entendais le bruit et je les entendais parler, et j'étais bien tout seul dans ma piole. Donc il y a un petit côté sauvage comme ça. Mais on peut aussi apprécier ça, apprécier cette solitude, de rentrer dans son monde, de pouvoir être dans des états contemplatifs. Voilà. Mais écoute, moi, je lis ce que dit Christina, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais emmener sur le plateau, si on peut dire. Christina qui dit, il est important de trouver l'équilibre qui nous convient entre passer du temps en sa propre compagnie et en compagnie d'autres personnes. C'est vraiment, tu vois, je l'ai noté sur mon cahier, cette histoire d'équilibre. Et merci Christina pour, je crois qu'on va aller vers la conclusion avec ça. Est-ce que ça ne serait pas, in fine, le juste trouver pour chacun cet équilibre, ce juste milieu, Guillaume? Et ben justement, moi je pense que pour être de bonne compagnie pour les autres, il faut déjà être de bonne compagnie pour soi-même. Pour pouvoir avoir une relation avec l'autre qui soit équilibrée, il faut déjà soit avoir trouvé une relation intérieure qui soit équilibrée. Et c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas ou l'un ou l'autre, parce que là, les gens sont trop dans des systèmes polarisés où c'est où je suis seul. Alors, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est en gros, faut vivre seul dans la solitude et aimer ça. Il faut préférer ça à la vie en couple ou la vie avec les autres. Non, pas du tout. C'est juste l'idée de pouvoir c'est comme un mouvement, c'est comme une respiration, c'est comme si on disait, est-ce que tu préfères être dans l'inspiration et puis rester dans l'inspiration, ou est-ce que tu préfères être dans l'expiration et rester dans l'expiration? Ben non, c'est toujours un mouvement. Il y a un moment donné, la vie, c'est ça en fait, c'est un mouvement permanent avec des allers-retours, des va-et-vient. Bon, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est un va-et-vient entre la relation et la solitude. J'aime bien ça, un va-et-vient entre la relation et la solitude. Ben écoute, Guillaume, c'est le live le plus long que j'ai fait, mais les gens sont encore là et j'en peux pas, lire. Il y a beaucoup de commentaires et je vous en remercie. Il y a vraiment une très belle participation. On va prendre le temps de lire les commentaires, de continuer si vous avez des questions, continuez à poser des questions. Vous prenez le live en replay, posez les questions, Guillaume et moi. On va se faire le plaisir de rebondir, de répondre quand il y a besoin de répondre. Alors, Guillaume, le mot de la fin, s'il y a quelque chose avec laquelle tu veux laisser les personnes ce soir. Et d'ailleurs, vous aussi, avant que Guillaume, je te laisse la parole, regardez dans tout ce que vous avez entendu, avec quoi est-ce que vous repartez ce soir. Si vous pouvez partager, c'est bien, mais vraiment, regardez pour vous. Il y a eu pas mal de choses. Qu'est-ce qui a résonné? Qu'est-ce qui a bougé en vous? Avec quoi est-ce que vous repartez? Et Guillaume, je te laisse le mot de la fin pour conclure. J'ai vu marquer Guillaume Formation. Alors oui, en effet, je propose des formations. Il suffit d'aller sur ma page Facebook pro, Andreu Guillaume Institut-AJ, Andreu Guillaume Institut-AJ, et vous, ou sur ma page même perso, puisque je communique dessus, vous allez avoir un planning. Alors évidemment, je propose des formations en PNL, commence à proposer des formations sur l'hypnose de vie. Je fais aussi des formations je dirais au coup par coup. Je peux organiser des formations. Par exemple, là, j'ai une personne qui est en contact, en connexion tout de suite sur le live, sur le direct, et qui m'a proposé d'aller faire des formations à Nantes sur la communication, sur les neurosciences au service de son coaching de vie, etc. Donc, il y a des tas de possibilités. Il suffit de rentrer en lien avec moi par le biais de Facebook, plus Facebook que sur mon site, parce que mon site est en perpétuelle reconstruction. Mais bon, sur mon site, vous avez mon numéro, vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez me contacter et on peut échanger là-dessus. Alors, pour la conclusion, j'ai envie de dire, et sinon, il y a aussi une chaîne YouTube. Oui, chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de contenu, il y a des choses que je dis aussi de cet ordre-là.
voilà, donc vous pouvez y aller, il y a plein de données gratuites. Maintenant, pour la conclusion. Juste, excuse-moi, je mettrai tout ça on le mettra en commentaire. Donc, les personnes, vous pourrez, il suffira juste de faire un clic pour aller sur la page, la chaîne YouTube de Guillaume. Et on se sentira moins seul si voilà. Et au côté formation, moi-même, j'ai fait une formation PNL base avec Guillaume et franchement, j'ai kiffé, quoi. Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Je te remercie. Merci. Bah oui, c'est vrai qu'en plus, tu as été en formation, tu peux témoigner. OK. Alors, en conclusion, j'ai envie de dire, il se passe des choses au-delà de notre capacité de les comprendre. Il y a des dimensions et des choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est par rapport à mon parcours de vie et à ma quête, à ma recherche, c'est ce que j'ai pu percevoir au travers de mes expériences. C'est pas des choses que je dis simplement parce que j'ai lu ça dans des bouquins, qu'il y a des gens qui racontent ci ou qui racontent ça. J'ai vraiment expérimenté des choses. J'ai vraiment voilà. Donc l'idée c'est il y a des choses qui nous dépassent et peut-être qu'à un moment donné cette solitude elle a un sens, elle a une fonction. Elle est là pour vous apporter quelque chose, pour vous en tirer un apprentissage. C'est peut-être un passage, je dirais, qui est destiné à vous faire passer à autre chose, à un autre niveau. Et même si sur le moment on vit cette solitude, où on vit les événements de nos vies qu'on n'a pas choisis, comme des accidents, ou comme des obstacles, ou comme des trucs qui nous tombent encore dessus, si on arrive à changer cet état d'esprit, à prendre ça comme des opportunités, comme des possibilités de grandir, comme des possibilités d'avancer. Alors c'est vrai que sur le plan émotionnel, ça demande aussi de savoir faire un petit travail, parce que souvent l'émotion nous entraîne dans une réaction plutôt négative. Donc tout ça, c'est ce qu'on apprend aussi en PNL, c'est ce qu'on apprend en hypnose, c'est ce qu'on apprend en PNL, c'est à pouvoir modifier ce système qui a tendance à nous amener dans une évaluation, dans une subjectivité, parce que tout ça c'est très subjectif, c'est que de la subjectivité, dans une subjectivité intérieure qui a plus tendance des fois à nous faire du mal qu'à nous faire du bien. Donc comme de toute façon nous sommes des êtres subjectifs et que toute cette réalité-là, sur un plan quantique, d'une certaine façon, elle n'existe pas. Non, je plaisante, c'était une blague. L'idée, c'est que l'idée, c'est de prendre ça et d'essayer d'en tirer le maximum de profit, tout simplement. Le cadeau caché, il est là. Vous allez peut-être vous trouver dans la solitude si vous savez orienter, rentrer dans une rencontre ou dans une connexion, ou dans une présence dans la solitude que vous n'auriez pas faite. Moi, ce que je vous dis là, je le dis parce que j'ai été seul. J'aurais pas été seul, j'aurais continué d'être en relation et j'en connais des gens que j'ai connus qui étaient en relation, même mon ex par exemple, avec qui j'étais en relation ou qui était en relation déjà quand j'étais en relation, qui continuent d'être en relation aujourd'hui, je peux vous garantir, qui continuent de vivre, ils n'ont pas eu ce temps. Ils n'ont pas eu ce temps de questionnement, ils n'ont pas eu ce temps propice pour eux-mêmes en fait, dans lequel ils peuvent planter quelque chose, dans lequel ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. Ce qui veut dire que ils se retrouvent encore 10 ans plus tard à vivre les mêmes perturbations, les mêmes difficultés. Parfois, ça s'est empiré. Ils ont peut-être pas forcément changé grand-chose dans leur vie parce que le fait est qu'il faut faire avec les autres autour et que quand on est dans un environnement, l'environnement conditionne énormément qui on est. Ça, faut vraiment que vous soyez conscient de ça. Sur un plan épigénétique, ça se retrouve. Nos gènes, en tout cas l'activation et la variation de notre système génétique est beaucoup liée à notre environnement. Donc, ce qui veut dire que c'est difficile, même si on fait des exercices et même si on utilise des stratégies mentales, émotionnelles, etc., spirituelles, énergétiques, pour essayer de s'extraire de cette réalité, de cet environnement, c'est très compliqué. L'environnement conditionne beaucoup de choses chez nous. Parce que ça va aller agir, ça va aller appuyer sur des boutons, sur des automatismes à l'intérieur de nous, sur des choses qui sont ancrées, etc. Donc, être vraiment bien soi, connecté à soi, dans ses projets, dans sa vision, dans sa réalisation, dans son accomplissement, en étant tout le temps connecté aux autres, relié aux autres, à essayer de faire plaisir aux autres, parce qu'il y a aussi des gens qui sont beaucoup là-dedans, dans le fait d'être gentil, de faire plaisir, de toujours satisfaire les autres avant de se satisfaire eux-mêmes. C'est compliqué d'arriver à réunir et à relier tout ça. Voilà. Donc, on disait tout à l'heure, c'est un va-et-vient entre, à mon avis, la solitude
et la relation à l'autre est de poser du cadre. Poser du cadre, poser des règles. Voilà, on va dire que la puissance dans la relation, elle est liée au fait qu'il y a deux choses qui sont importantes d'équilibrer. C'est les règles d'un côté, le cadre, la loi, les règles que l'on met dans la relation. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter, de pas accepter, ma zone de tolérance, ma zone d'intolérance, ce que je veux, ce que j'ai besoin, ce qui est important pour moi, mes valeurs, etc. Et le lien, c'est-à-dire l'écoute, l'empathie, la considération, la reconnaissance, l'acceptation, le fait de dire que l'autre, d'accepter la différence de l'autre. Voilà. Juste tant que ça ne dépasse pas certaines règles et certaines limites et certaines lois. Donc, si j'ai je dirais un bon équilibre entre la loi, les règles, le cadre que je pose avec l'autre et la qualité de lien que j'entretiens avec lui, ça peut donner on va dire, de bons réacteurs bien puissants pour que la relation puisse décoller. Et sinon, le reste du temps, comme on est tout seul, il faut en profiter pour faire le plein d'essence. Absolument. Et je pense à quelque chose, Guillaume. Moi, on regardera, mais l'idée, c'est que, histoire de se rencontrer, de ne pas être seul et être avec toi, faire on aura un atelier avec mes chers Célie-conscientes. Avec plaisir, à Paris. À Paris, je vais constituer le groupe et je pense vraiment que ça vaut le coup qu'on aille plus en profondeur dans ça sous forme d'atelier. Donc, je vous tiendrai au courant. Autre chose rapidement avant de clore, pour ne pas être seul. Il y a encore 7 personnes quand même qui sont restées en direct sur le live Facebook. Et moi, j'ai 14 personnes ici. Hein. Si vous êtes à Paris, si tu es à Paris, le 14 février, c'est pas que pour les amoureux, hein, c'est célébrer l'amour. Donc, le 14 février, j'organise une soirée. Donc, je mettrai le lien pour que, si ça te dit, si tu es à Paris, tu te rejoins. Pourquoi pas, faut que je vois au niveau de mon agenda, mais si c'est possible. Oui. Et je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont déjà inscrites. Et l'idée, c'est de faire, j'ai oublié le nom, c'est autour des saveurs d'ailleurs. L'essence, les papilles, voilà, c'est célébrer l'amour tout simplement. Voilà, et dernière chose, likez. Si vous n'avez pas encore liké la page des célibataires conscients, likez la page, faites-la connaître. Vous avez vu un peu ce qui se passe sur cette page. Et même si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes les bienvenus parce qu'on parle beaucoup de connaissance de soi. Il y a pas mal de personnes qui suivent, qui sont sur la page, qui sont en couple, mais qui sont très inspirées par ce qui se passe. Donc, likez et partagez autour de vous. Je n'ai même pas eu le temps de me présenter, mais bon, c'est pas grave. Ah oui? Écoute, je m'appelle Michel Bancalves. Voilà, vas-y, c'est lui qui me présente. Je suis formé au coaching chez David Lefrançois, neurovis. Moi, je ne dis pas ça. Non, vas-y. Quand j'ai vu le Guillaume pour la première fois, franchement, je ne l'ai pas kiffé. Hein. Je dis, mais je l'ai trouvé froid. C'est ça, je balance ça avant de… Ça me démangeait trop, quoi. J'ai rencontré Guillaume sur une croisière de Human Vision et… purée, je le voyais ces vidéos, je le trouvais bien sympa. Je vois le bonhomme, je l'ai trouvé mais froid de chez froid, quoi. Je me suis dit, heureusement que je ne suis pas restée sur mes a priori parce que c'était que des a priori. Alors non, c'est pas des a priori, c'est effectivement dans ma nature, j'ai un sas on va dire voilà. Donc, quand je connais pas les personnes, quand je sais pas quelles sont leurs intentions, quand je sais pas quelles sont vraiment… Surtout les femmes. Je peux rester parfois dans une certaine froideur apparente. C'est souvent très apparent, mais effectivement, je garde une certaine posture. Et donc, voilà, à un moment donné, si je suis dans de la relation plus privée, plus personnelle, oui, là, tu vas peut-être découvrir autre chose de ma personnalité. Mais c'est vrai qu'au niveau social, dans des groupes, si tu me vois dans une… Bon, à moins que j'ai quelques grammes d'alcool parce que j'ai un petit peu bu ou là, dans ce cas-là, ça se dessine un peu. Non, mais c'est la réalité, ça fait partie de ma nature et même de mon physique. Voilà. Il y a des gens qui me disent, tiens, t'as l'air dur, t'as l'air sérieux, t'as l'air, etc. Alors qu'en fait, au fond, t'es un bout en train, mais je crois que j'ai les deux. Voilà, j'ai à la fois l'humour, à la fois la chaleur, à la fois la froideur, il y a un petit peu de tout ça.
Mais en tout cas, moi, c'est la froideur, je l'ai vu. Et comme je dis, non, mais franchement, tu dis bonjour à peine, tu dis, bon, ok. Comme je dis, c'est heureusement que je suis pas restée là-dessus parce que j'ai dû aller au-delà de ça pour dire, ok, va quand même lui parler et heureusement, je l'ai fait. Sinon, on ne serait pas là en train de, j'ai été à ta formation, on a fait une interview ensemble, ainsi de suite. On déconne bien aussi. Donc, après, je suis allée au-delà de ça. Je dis, écoute, t'as quelque chose. J'ai vu quelque chose au-delà de ce ça, c'est important de l'écouter. C'est important d'écouter. Si tu veux. J'ai vu quelque chose. Et puis, j'avais vu des vidéos. Je dis, tu veux quelque chose auprès de lui, va au-delà. Vraiment, je me suis fait violence, comme on dit. J'étais en discussion avec les différentes parties, là, celle qui veut aller voir Guillaume, celle qui veut pas y aller. C'est ma dimension féminine. Je suis le bol. Je suis le bol. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, petit clin d'œil à la vidéo Père Coach et Fille que j'ai faite dernièrement, je suis parfois dans la posture du bol au lieu d'être celui du bâton voilà. Et donc je suis parfois plus en mode réceptivité. C'est les gens qui viennent me parler, pas forcément toujours moi qui vais au contact avec les autres. En effet. Donc et finalement je suis allée le voir, on a discuté. Je dis tiens, j'ai vu une personne. J'ai commencé à le trouver sympathique. Après, il y a une deuxième phase de le demander en interview. J'ai passé ce cap aussi et et c'est là où j'ai vraiment découvert. Je lui ai dit, derrière, je dis une très belle personne, le côté bout en train. Et puis, on a passé un après-midi, on a fait une superbe interview. Je mettrai le lien en commentaire aussi que vous pouvez aller regarder. Et puis, on a continué. On aura d'autres choses à faire aussi ensemble. Voilà. Donc, pour revenir à moi, je suis la fondatrice. Le petit clin d'œil que j'ai fait quand tu as dit on aura d'autres choses à faire ensemble, faut pas l'interpréter. Hein. Parce qu'après, les esprits vont vite, rapidement quand même. Même si on est dans le développement personnel et spirituel, je peux te garantir que les énergies, elles sont pas toujours que là-haut. Hein. Des fois, ça. Tu m'étonnes. Ça, chacun est responsable de ce qu'il entend. Hein. Ok. Donc, pour revenir à moi, je me dis aujourd'hui accompagnatrice en bien-être amoureux. Je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients. Donc, vous l'avez vu, mon credo aujourd'hui, c'est connais-toi toi-même et tu reconnaîtras ton partenaire idéal. Voilà, donc, vous l'avez compris, c'est vraiment aller se rencontrer, accepter cette solitude, se rencontrer et puis rencontrer l'autre. Et partager avec l'autre, que ce soit sous forme de partenaire idéal. C'est ce qui nous intéresse ici. Hein. À la fin de la journée, ce qu'on veut tous, on va pas se mentir, c'est aimer et être aimé. Voilà. Alors, par contre, juste en conclusion, parce que j'ai vu passer un message en disant « faut aller le chercher, mon Guillaume ». Alors, parfois, j'ai des gens qui me contactent. Hein, ça peut arriver que j'ai des femmes qui me contactent pour me dire que voilà, qu'en fait, on se connaît certainement d'une autre vie, que nos âmes se connaissent, que plein de choses comme ça, que les guides leur ont dit que c'était important qu'on se rencontre, etc. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est pas forcément une approche. Enfin, je sais pas, je dis ça parce que ça a peut-être parlé à d'autres personnes aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça en ce moment dans les relations. Les gens qui arrivent avec des visions, avec des croyances, avec des choses très comme ça, voilà, on s'est déjà rencontrés dans une vie intérieure, ces trucs-là. Bon, je sais pas, j'en sais rien. Moi, personnellement, je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que soyez attentifs quand vous rentrez en relation avec les autres, quand même de y aller, ce qu'on appelle la synchronisation, on apprend ça en PNL. Hein. Créer le rapport de confiance avec quelqu'un, c'est aussi y aller avec douceur, voilà, on y va tranquillement, quoi. Parce que ça peut faire un peu flipper quand même de temps en temps ce genre de choses. Okay. Donc, quand je dis flipper, je n'ai pas peur. J'ai pas peur, mais c'est quand même assez spécial. D'accord. Nathalie qui dit on aurait pu parler de la solitude à deux. On va faire un live 2. Sur la solitude, il y a tellement de choses à dire. Là, je vous dis, on pourrait. Oui, la solitude, j'en parlais au départ. Hein, la solitude à deux, à trois, dans une famille, dans une entreprise. La solitude, elle est juste dans le fait qu'on est trop en attente du lien, de quelque chose à l'extérieur et qu'on n'est pas assez en relation avec le lien, avec sa présence intérieure. On n'est pas en contact avec son essence. C'est juste ça
le phénomène de la solitude qui crée de la tristesse. C'est un manque de lien avec sa présence intérieure, mais on peut être avec des gens autour de soi. Je suis morte de rire. Oh là là, pauvre Guillaume, harcelé par les femmes. Ne vous en faites pas pour Guillaume. Il sait mettre la distance. Hein. Il sait mettre le. Ouais, ça pour ça, je vais pas. Pour ça, ouais, il est très fort. Moi, je te le dis. Je vous le dis. Bon, allez, Guillaume. Allez. Merci infiniment, Guillaume. Déjà, merci infiniment pour ce live super inspirant avec toutes ces pépites que tu nous as données. Et tu vois, j'ai eu des réactions positives par rapport au fait d'organiser un atelier avec toi, avec les cellules conscientes, parce que moi, ce que je veux, ok, il y a tout ce côté où on fait un travail soi, mais c'est vraiment aller aussi dans la relation. Ce qui est important pour moi, c'est que des personnes qui sont dans cet état d'esprit puissent se rencontrer. Donc, tout ce que je vais faire comme événement, c'est avec l'idée qu'il y ait rencontre de cœur à cœur, bien sûr, rencontre en toute conscience. Voilà, il y a vraiment des notions de communication, de communication relationnelle qui sont importantes d'intégrer. Voilà. Et donc, merci infiniment, Guillaume, Et quant à vous, merci. Là, il est tard, vous êtes encore là. Merci infiniment d'avoir été là. Et moi, j'ai même encore 9 personnes. J'ai quand même encore 9 personnes qui sont bloquées sur salut. Je suis même pas sûr qu'ils aient. J'ai mis l'écouteur, mais je suis même pas sûr qu'il y ait du son parce qu'en fait, il me semble pas qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte. Vas-y, parle, Michel. Il n'y a rien en fait. Donc du coup, ils m'ont vu que moi. Ils t'ont pas vu toi. Ils ont vu que moi. Il faudra que tu leur dises tu leur mettras le lien. Ils pourront écouter en replay. C'est vrai, c'est long, mais on peut écouter ça en plusieurs fois. Et voilà. Merci infiniment et surtout partagez la page, partagez, ça vous a inspiré, ça peut en inspirer d'autres aussi. Allez, on va vous laisser, mais Guillaume, on va vraiment réfléchir à Sans Tabou. C'est un live qui va commencer à minuit. Et là, je pense que là, vous n'allez pas être déçus parce que là, vous allez découvrir l'autre côté. Ok, ça marche. On va se prévoir ça. Ouais, absolument. Allez, je vous embrasse. Merci d'avoir été là et belle soirée, bonne nuit à vous. Allez, consciemment vôtre. Salut à tous. Ciao.